Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau café lecture qui va être animé par Emmanuel Labarre, qui est IPA au CHU d'Angers. Je vais laisser la parole à Emmanuel juste après. Juste un petit mot pour vous préciser que du coup, Emmanuel va faire sa présentation pour à peu près 20 minutes et ensuite, il y aura un temps de questions. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pourrez ouvrir en fait votre micro pour prendre la parole et poser vos questions. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez sinon poser vos questions dans la zone de discussion et je les transmettrai à Emmanuel où elle pourra y répondre puisqu'on est toutes les deux sur place sur le CHU d'Angers aujourd'hui. Pour précision, le webinaire est enregistré. Vous avez reçu lors de votre inscription en fait, la précision concernant l'enregistrement et les règles d'autorisation d'enregistrement et de diffusion des données. Donc, si vous prenez la parole, vous nous donnez autorisation à enregistrer ce que vous partagerez comme information. Voilà, je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Emmanuel et au plaisir de vous retrouver pour les questions. Bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Labarre, je suis infirmière puéricultrice en pratique avancée au CHU d'Angers depuis environ 1 an sur ce poste d'IPA. Et j'ai choisi comme thème pour le café lecture l'impact du Covid sur l'obésité pédiatrique. Donc, pourquoi j'ai choisi ce thème? Déjà parce que l'obésité de l'enfance est un véritable enjeu de santé publique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'en 1975, on avait 11 millions d'enfants dans le monde qui étaient en situation d'obésité, et c'était exclusivement des pays qui étaient dits riches ou industrialisés. Et en 2016, on en dénombrait 124 millions. Et ce n'était plus du tout uniquement les pays industrialisés. En ce qui concerne la France, on a 17% des enfants qui présentent un surpoids et 4% qui sont en situation d'obésité en 2015, selon le dernier recensement qui était fait par l'étude Esteban. Alors, c'est aussi un enjeu de santé publique parce que l'enfant obèse, il est susceptible de devenir un adulte obèse. De nombreuses études ont pu le constater. Et ça a des coûts sociaux, des coûts sanitaires, et ça entraîne de multiples pathologies cardiovasculaires ou diabète, comme on le sait. Et puis, le Covid, enfin, la pandémie de Covid-19 a vraiment augmenté cette prévalence de l'obésité dans le monde. Plusieurs études ont déjà pu statuer, notamment aux États-Unis. Et là, il y a une grosse étude COSI qu'on appelle en Europe pour donner les derniers chiffres européens. Donc, l'article est paru dans la revue BMC Public Health, qui est donc une revue du Royaume-Uni, avec un impact factor de 4,135. L'année de publication, c'est 2022. Le titre en français, c'est Expliquer l'impact complexe de la pandémie de Covid-19 sur des enfants en surpoids ou obèses, une analyse écologique comparative des perceptions des parents dans 3 pays. Les 3 pays concernés, ce sont la Roumanie, la Suède et l'Espagne. Le premier auteur, c'est Paulina Novica, qui est donc un professeur à la faculté, enfin à l'université d'Uppsala qui se situe en Suède. C'est un médecin qui a vraiment beaucoup travaillé sur l'obésité. C'est au centre de ses recherches depuis une vingtaine d'années. Elle a un indice H de 32 et un indice I10 de 53. Pour l'introduction, ce qui était ressorti, c'est que la première vague de Covid-19, ça avait entraîné la fermeture des écoles, avec un risque d'augmenter le problème de santé publique majeur qui était l'obésité, qu'il a existé des changements qui étaient parfois positifs et que ça a coexisté avec des changements qui étaient plutôt négatifs en matière d'obésité. Alors, il y a de nombreux facteurs de stress qui sont préjudiciables aux enfants à risque d'obésité dans cette pandémie, c'est-à-dire la fermeture des écoles, la réduction de l'activité physique, l'augmentation du stress ou les perturbations des routines habituelles. C'était un phénomène nouveau qui a entraîné donc de nombreuses études. La pandémie de Covid-19 a fait de nombreuses études quantitatives, mais là, on avait besoin d'une étude plus qualitative pour comprendre un peu l'impact de cette pandémie sur l'obésité de l'enfant. Pour l'analyse, il a été utilisé une théorie qui s'appelle la théorie des systèmes écologiques de Bronfenbrenner, que je reprendrai plus tard dans l'analyse. Et donc, les parents, ils ont perçu des changements de comportement qui étaient liés à l'obésité de leur enfant, selon les 2 vagues et selon avant la pandémie.
Au niveau de la méthode, le recrutement, d'abord, les parents n'ont pas été choisis pour faire cette étude qualitative à la base, ils ont été choisis pour un essai contrôlé randomisé qui devait avoir lieu donc, en 2019-2020. C'était un programme de soutien aux parents dans la gestion du poids de leur enfant et c'était déjà une étude multicentrique avec ces 3 pays. Le projet a été stoppé, bien sûr, en mars 2020, avec les confinements qui ont pu avoir lieu dans les pays. Et il a été proposé à la place cette étude qualitative. Donc, la proposition, c'était de faire un entretien téléphonique semi-structuré et de voir l'influence de la pandémie sur la vie quotidienne des enfants. Les enfants étaient âgés de 2 à 6 ans et ils étaient soit en surpoids, soit en obésité. Sur l'étude contrôlée randomisée, en Espagne, il y avait 40 familles qui étaient participantes. Ces 40 familles ont été contactées et seulement 30 ont participé à l'étude qualitative. En Roumanie, il n'y en avait plus que 25 sur les 34 et en Suède, 23. En ce qui concerne la collecte des données, un comité d'éthique a eu lieu dans les 3 pays. Un consentement éclairé et écrit des parents avait été demandé pour participer à l'étude randomisée qui était initiale. Et comme il y a eu une deuxième phase, un consentement oral a été demandé au début de l'entretien téléphonique. Ensuite, toutes les familles participantes ont rempli des questionnaires pour avoir un recueil de données initiales pour décrire la population participante et surtout calculer l'IMC de départ. Ensuite, a eu lieu des entretiens téléphoniques sur 78 familles et ça faisait 80 entretiens faits par 80 soignants différents. Le guide d'entretien, il a été développé par l'équipe suédoise avec un test pilote qui a été d'abord validé par les équipes roumaines et espagnoles, qui a fait finalement très peu de changements par rapport au guide d'entretien initial. En ce qui concerne l'analyse, il a été choisi, après la première vague, d'analyser à l'aide d'une analyse thématique inductive toutes les données par l'équipe d'abord roumaine qui a pu créer un tableau avec des codes ouverts. C'était vraiment avec un accent phénoménologique, c'est-à-dire pour comprendre le phénomène et les perceptions qui étaient vécues par les parents. Ensuite, il a été fait un tableau de codage qui servait un peu de guide pour les autres équipes, donc l'équipe espagnole et suédoise. Les chercheurs suédois et espagnols, ils ont d'abord fait un résumé de leurs entretiens. Après, ils ont assuré un codage comparatif par rapport au codage qui avait été fait par l'équipe roumaine. Et s'ils trouvaient de nouveaux codes, ce n'était pas restrictif, c'est-à-dire qu'ils pouvaient en rajouter. Lorsque les 3 pays ont été analysés, il en est ressorti 4 domaines. Les 4 domaines qui ont été donc les changements liés à l'obésité, les changements dans l'environnement physique, tout ce qui était en lien avec l'environnement émotionnel de la famille, et puis les changements plutôt sociaux et familiaux. À ce moment-là, la deuxième vague du confinement est arrivée, c'était à 6 mois à la fin des entretiens, et finalement, il a été décidé de continuer le suivi et de faire une étude longitudinale. Ont été recontactées les 78 familles et 68 ont accepté de participer à cette deuxième phase. La deuxième phase, ils ont d'abord fait, le chercheur local, il s'est familiarisé avec les données, il a fait des résumés des entretiens informels selon des 68 familles, et après, ça a garanti d'avoir un entretien qui était quand même qui n'était pas entièrement dirigé sur le codage de la première vague. Une fois que cette première phase a été faite, ils ont quand même codé selon la première vague pour pouvoir faire une analyse qualitative longitudinale et voir s'il y avait eu des changements potentiels de comportement entre la première vague et la deuxième vague. Et puis finalement, ils ont trouvé que l'analyse n'était pas assez poussée, donc ils ont fait une tabulation selon le modèle écologique de Bronfenbrenner, que je vais beaucoup reprendre. La théorie écologique de Bronfenbrenner est souvent utilisée en schéma, là, comme on peut le voir, et a été utilisée dans beaucoup de lectures. Uri Bronfenbrenner est né en début du siècle dernier. Il a fait sa thèse de doctorat en 1942 aux États-Unis, travaillé dans les services de psychologie de l'armée, et après, il est devenu professeur de développement humain en 1942. En 1979, il a publié son livre sur l'écologie du développement humain et de nombreuses théories en sont sorties. Selon cette théorie, l'enfant se développe grâce à l'interaction de plusieurs systèmes.
Donc, ça va de la famille nucléaire, ce qu'on appelle le microsystème, qu'on peut voir tout en bas à droite, en passant par l'école, par la communauté locale qui va interagir. Et là, on parle plutôt du mésosystème. Il y a l'exosystème qui va être plutôt tout ce qui est extérieur à l'enfant. Et puis, il y a la politique nationale, c'est ce qu'on appelle le macrosystème. C'est connu pour la modélisation donc, des emboîtements, des milieux, et ça interagit et ça concourt au développement de l'enfant. Ça a été utilisé beaucoup en santé publique, surtout en épidémiologie et puis en prévention. C'est des approches qui sont utilisées dans des milieux de vie, par exemple. Et c'est souvent utilisé en schéma. Dans notre sujet, ils ont fait une tabulation selon cette théorie écologique. Donc, il y avait 4 niveaux qui sont ressortis. Le niveau micro, donc qui comprenait vraiment l'enfant, la famille, l'école et tout ce qui est système parascolaire. Le système méso, qui est la relation entre tous ces systèmes, les systèmes micro. Ensuite, le système exo, qui est les changements qui sont vécus par les parents, mais qui ne concernaient pas du tout les enfants. Et enfin, le système macro, qui était le système vraiment en lien avec les conditions socio-économiques des familles et les politiques. Cette tabulation, elle a eu comme objectif d'identifier ce qui a changé finalement dans les comportements des parents, qui étaient liés par exemple à l'obésité, donc en lien avec par exemple l'alimentation, l'activité physique ou le temps passé devant les écrans, et puis dans les pratiques des parents par rapport à ces comportements-là. Le deuxième objectif, c'était d'identifier quel autre changement avait pu se produire au sein des familles. Par exemple, une perte d'emploi, un problème social ou un problème émotionnel. Et là, on va parler aussi avec le côté macro. Ensuite, identifier les changements qui étaient directement liés par les parents participant au comportement de leurs enfants. Par exemple, eux, ce qu'ils avaient identifié, les parents, c'était l'ouverture de l'école pour que l'enfant ait plus d'activité. Et enfin, le dernier, c'était d'établir des liens entre tous ces changements que les parents eux-mêmes n'avaient pas identifiés et qui pouvaient exister quand même. Dans les résultats, alors on avait beaucoup de résultats, c'était des verbatims, mais on a eu quand même un tableau qui montrait un peu qui décrivait la population au début de l'étude. Donc le statut pondéral des enfants a été calculé entre 4 mois avant le début de l'étude et 4 mois après la fin de l'étude, des entretiens, pardon. Sur les 78 familles interrogées, 68 ont été interrogées les 2 fois et on a pu faire du lien. Dans l'échantillon total, l'âge moyen des mères était de 38,4 ans, 53% avaient un diplôme universitaire. En ce qui concerne les enfants, 78 enfants, la moyenne d'âge était de 5,5 ans au moment du premier entretien. Et en ce qui concerne le Z-score, c'est-à-dire l'IMC pour les enfants, le Z-score, il a diminué de 0,06 points entre les 2 vagues. Ça montrait les données que la Suède et la Roumanie, qui étaient les familles participantes dans ces 2 pays, avaient mieux géré la gestion du poids de leurs enfants qu'en Espagne. Au niveau des thèmes, dans l'analyse purement qualitative, il y a eu 4 thèmes qui ont été développés. Donc, le tout premier thème, c'était les directions divergentes du changement de comportement des enfants. Alors, dans les 3 sites d'études, les rapports des parents sur le comportement lié à l'obésité, ils divergeaient considérablement. C'était assez similaire pour les 3 sites d'études. Certains enfants connaissaient des changements positifs entre la première et la deuxième vague, et puis d'autres ont connu des changements négatifs sur les comportements alimentaires. Et sur le temps d'écran, ça a été aussi beaucoup mis en exergue par rapport au fait que l'Espagne a repris l'école lors de la deuxième vague, alors que la Roumanie, ils ont continué l'école en ligne. Le deuxième thème, c'était la réponse des parents face à la pandémie, c'est-à-dire que les changements dans le comportement liés à l'obésité des enfants, en particulier donc l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le temps d'écran, n'a pas été géré de la même façon par les parents et que finalement, certains parents avaient déclaré qu'ils cédaient beaucoup aux demandes alimentaires de leurs enfants et qu'ils n'avaient pas les capacités de négocier. Et là, c'était vraiment lié à leur stress, à leur gestion du stress. Il y a eu autrement les ressources émotionnelles et sociales. Alors, le défi, par exemple, pour faciliter l'activité physique pour certaines personnes, c'était de trouver des situations créatives face à la fermeture des écoles ou les fermetures des installations sportives.
Et ce que vivaient les enfants, ce qui est beaucoup ressorti dans cette gestion-là, c'était que l'accès à un extérieur facilitait l'activité physique et la vie des enfants. Et enfin, le dernier thème qui est ressorti de l'étude, c'était la résilience des ménages en lien avec les réglementations des pays, c'est-à-dire beaucoup plus sur le niveau macro. La discussion, elle a été vraiment reliée avec la théorie de Bronfenbrenner, c'est-à-dire que dans la littérature, qui avait vraiment étudié les contextes familiaux qui interagissent entre eux, eh bien, c'était déjà montré que les parents qui souffraient de stress chronique et de manque de soutien social avaient plus de difficultés finalement à aider leurs enfants à adopter une alimentation saine ou une activité physique et un comportement adapté au temps d'écran. Et ça, finalement, c'était vraiment similaire à ce qui est ressorti de l'étude. Dans tous les sites d'études, malgré les faits que les différences entre les politiques nationales et notamment la gestion des confinements qui a été vraiment différente dans ces 3 pays, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, l'activité physique, le bien-être émotionnel étaient vraiment intégrés dans la résilience des ménages et selon aussi la vulnérabilité des familles. En gros, dans les ménages résilients, où les parents ils disposaient plutôt d'un logement sûr, où ils étaient à même de s'adapter aux défis qui étaient posés par cette pandémie, eh bien finalement, les parents qui connaissaient l'insécurité, eux, ils avaient plus de mal à faire face au comportement de leurs enfants. Il y avait plus de mal à y répondre. Et ça, c'était vraiment différent, enfin que la politique nationale, finalement, n'était pas vraiment liée au comportement des enfants, mais plus vraiment liée à la résilience des ménages. L'étude, dans la conclusion, disait que c'était vraiment utile de savoir d'avoir fait cette étude pour avoir une réponse efficace dans la prévention et le traitement de l'obésité, bien plus finalement qu'une politique qui était menée par un pays. Alors, cette étude, elle a quand même des limites. Déjà, l'âge des enfants, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques chez de l'enfant qui est préscolaire, donc entre 2 et 6 ans. Finalement, ils ont annoncé 2 à 6 ans et on était quand même à 5 ans et demi de moyenne d'âge. Ensuite, c'est une perception, c'est une étude qualitative, donc c'est quand même un biais puisque c'était des perceptions de parents, on ne sait pas ce qui était aussi vraiment réel. Les réponses, elles étaient exclusivement des mères. Il y a un pays seulement qui a eu quelques réponses de pères, mais autrement, quasiment toutes les personnes interrogées étaient des mères. Ce que j'ai retrouvé en limite dans l'étude, c'est que les réponses qui étaient dans la partie résultat, on avait beaucoup de verbatim et que finalement, la théorie des systèmes écologiques, elle n'était pas du tout expliquée puisqu'on avait 2 lignes en tout sur cette théorie et qu'il n'y avait pas de tableau d'analyse. Je trouvais que c'était très dommage de ne pas avoir de tableau pour pouvoir comprendre un peu comment ils avaient analysé et fait des liens avec la théorie. Et puis, il a été quand même évoqué à plusieurs reprises le lien entre le revenu des parents et les comportements alimentaires des enfants. Et ce n'était pas non plus analysé dans la discussion. Alors, au niveau des points forts, je dirais quand même que le statut pondéral des enfants était quand même similaire pour les participants et ça, c'était quand même intéressant. Ça a permis d'avoir une vue d'ensemble. Le statut socio-économique était différent des familles, même s'il n'a pas été vraiment analysé jusqu'à la fin, au moins on pouvait avoir un échantillon plutôt représentatif. J'ai trouvé que l'approche était originale et j'ai vraiment été très agréablement surprise par le cadre de Bronfenbrenner, que je connaissais vraiment aussi moi par les schémas, et ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, donc c'était intéressant. C'était bien aussi de voir des comparaisons de 3 pays et de voir comment les influences des politiques avaient un impact dans la pandémie. Là, j'ai mis quelques éléments de bibliographie dont je me suis inspirée pour la lecture d'articles. Voilà, j'ai fini. Merci Manuel pour cette présentation, c'est très intéressant et on sent en fait que tu as pu te servir, j'imagine, de cet article pour enrichir ta pratique comme tu le décris à la fin. Donc voilà, c'est, je pense, un bon témoignage de la lecture critique d'articles pour votre pratique. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions, là, vos micros sont fermés, vous pouvez rouvrir vos micros si vous voulez poser quelques questions ou alors le taper dans la zone de discussion et puis on les lira ici pour y répondre.
Alors, je vais peut-être avoir une petite question. Je me demandais, en fait, tu parles à un moment donné dans ta présentation, tu parles de la tabulation. Donc, ils ont tabulé, enfin, voilà, tu expliques bien comment c'est fait dans cet article-là. Comment est-ce qu'on choisit sur quelle méthode enfin, on va s'appuyer? Comme là, ils se sont appuyés sur le. Alors, je vais écorcher le nom, mais. Bronfenbrenner. Bronfenbrenner, voilà. Mais comment, voilà, est-ce que dans ta pratique, comment est-ce que tu choisis cet outil-là? Comment est-ce qu'on choisit sur quoi on va Alors là, catégoriser les données? La catégorisation, elle se fait via un logiciel souvent. Alors là, ce n'est pas du tout expliqué dans l'analyse pour extraire les codages. Et après, la théorie, c'est selon le thème qui va être choisi. Donc, on peut choisir des théories de sciences infirmières, par exemple. Ou là, c'est une théorie plutôt qui est beaucoup utilisée en santé publique. Et après, c'est vraiment un choix du chercheur sur ce qui existe déjà. En fonction de la thématique. En fonction de la thématique. D'accord. Et sur l'outil en lui-même, il y a différents outils. Enfin, il y a des outils qui sont plus adaptés suivant les spécialités, ou c'est toujours les mêmes. Enfin, il y a peut-être des conseils à apporter pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'étude qualitative et qui pourrait avoir un outil aidant. Il y en a. Alors, Bronfenbrenner, il est beaucoup utilisé dans les études plutôt de santé publique, comme je disais. Ça a été utilisé, par exemple, sur l'insertion des enfants dans certains milieux, par exemple les enfants autistes, pour pouvoir voir tout ce qui interagissait. Après, je n'ai pas suffisamment d'expérience pour citer beaucoup d'outils. Après, il y a la théorie des forces qui est régulièrement utilisée en sciences infirmières, qui va être dans l'éducation thérapeutique, par exemple. Mais j'ai pas de... Il en existe tellement, là, j'en ai pas beaucoup d'exemples. Ma question était plus, pardon si c'est mal formulé, plus dans la méthode, en fait, quand on analyse le verbatim, oui. Pour catégoriser, il existe des choses, des outils ou des logiciels. Des logiciels ou, voilà, ou autres méthodes qui pourraient être aidantes pour un professionnel qui veut se... Quand on n'a pas trop d'argent, on va faire la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va classifier avec, après l'analyse des verbatim, on classifie avec un logiciel Excel. Hein. Et puis après, autrement, il faut utiliser des logiciels qui sont faits pour ça. NVivo, par exemple, qui en fait partie, qui a un logiciel d'analyse qui permet de coder tous ces verbatims. Il en existe plusieurs, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, on peut utiliser ces logiciels. Merci. Vous avez peut-être d'autres questions? C'est trop clair. J'en ai une autre, moi. Mais tu parles à la fin, dans les biais, que le fait que ça soit des perceptions reçues des parents, ça constitue un biais. Mais tu dis aussi, c'est une étude qualitative, donc forcément, en fait, ça repose sur des échanges oraux et donc sur ces perceptions. Est-ce qu'il y a des méthodes pour pas que, en étude qualitative, est-ce qu'il y a des méthodes pour diminuer ce type de biais, ou est-ce que c'est un biais qui est constant en étude qualitative? Alors après, c'est d'être... il faut toujours... les verbatims doivent être vraiment, exacts. Il n'y a pas vraiment de méthode pour les biais de perception, parce qu'effectivement, ça reste toujours une perception. Et là, ce qui était ressorti vraiment dans cette étude, c'est qu'effectivement, il y a des parents qui étaient émotionnellement instables, en tout cas qui n'étaient pas dans une position facilitante pour eux au moment de l'étude. On remarquait aussi dans leur réponse entre la première et la deuxième vague qu'effectivement, leur réponse était aussi beaucoup plus affectée dans la deuxième vague que dans la première, et que leur réponse envers leurs enfants, ça allait aussi dans ce sens-là. D'accord. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une remarque de Yannick qui est né. Excusez-moi d'écorcher votre nom, qui te félicite pour cette présentation. Dans votre pratique, avez-vous des missions spécifiques sur la prévention de l'obésité? Travaillez-vous avec des APA? Alors oui, tout à fait. Je travaille en obésité pédiatrique. Je coordonne un parcours de soins d'éducation thérapeutique, et je vois en consultation des jeunes enfants entre 8 et 16 ans.
On est une équipe pluridisciplinaire. On a la chance d'avoir ce programme d'éducation thérapeutique. Et effectivement, on travaille avec 2 APA du CSO, donc du Centre spécialisé de l'obésité. Donc, on a un APA dans le centre des Capucins et une APA au CHU. Il y a d'autres. On travaille aussi avec des diététiciennes, des médecins, on travaille avec des psychologues, enfin. On a réussi à obtenir du temps de psychologue. Et puis, une socio-esthéticienne qui vient ponctuellement. Enfin, voilà, on a une équipe vraiment pluridisciplinaire. Merci. N'hésitez pas à rebondir si, voilà, vous remercier si la réponse, vous avez d'autres questions. Merci pour sa réponse. Alors, je crois qu'il y a une autre personne peut-être qui veut prendre la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre micro de façon… Ça y est, je l'ai fait. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors, on ne vous entend pas. Il vous faut ouvrir le micro. Ah ben, il est ouvert, mon micro. Vous avez votre micro fermé. Oui. Je pense qu'il vous faut ouvrir le micro. Là, c'est pas bon? Ah, si, c'est bon. Ah, super. Donc, bonjour. Bonjour Emmanuel. Moi j'étais… alors, j'ai tout un tas de questions sur cet article qui me viennent, mais je vais au moins en poser une. Est-ce que dans cet article, Emmanuel, ils sont allés chercher les causes des refus des parents, ceux parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un pourcentage de refus qui n'est pas négligeable. Qui avait dit oui pour l'étude contrôle randomisée. Alors oui, ils ont été chercher les refus. Les refus, c'était plutôt en lien avec la pandémie. Donc, soit ils avaient beaucoup trop de travail, donc c'était plutôt des parents qui travaillaient plus pendant la période de pandémie, ou alors des gens qui avaient qui étaient touchés par la pandémie directement, qui avaient quelqu'un d'hospitalisé ou des problèmes de santé. C'était ce qui a été ressorti dans les refus. D'accord. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce jeudi de la recherche, cette présentation d'Emmanuel Labarre. Et puis, n'hésitez pas, on peut prendre encore quelques petites minutes. Ça va clore. Et puis après, le replay sera disponible sur YouTube et puis sur la page de la recherche-paramédicale.fr. Vous pourrez le consulter à nouveau et n'hésitez pas à contacter Emmanuel, je parle en ton nom, mais peut-être pour d'autres questions a posteriori ou d'autres échanges d'expérience, parce que je crois que c'est aussi ton domaine de recherche. Oui, je travaille, j'ai déposé ce matin un projet de PHRIP sur l'éducation thérapeutique de l'enfant obèse et une recherche sur les abandons de parcours, en fait, mais on fait aussi de la phénoménologie pour comprendre ce phénomène de l'abandon de parcours de soins. Voilà. Donc, tu iras plus loin et donc n'hésitez pas à entrer en contact si vous êtes intéressé par le sujet. Merci. Merci à tous pour votre présence et merci Emmanuel pour cette belle présentation. On se retrouvera jeudi en novembre. Alors, excusez-moi, j'ai perdu la date. Le prochain café lecture, donc le 10 novembre, avec Noémie Carayon, qui est cadre de santé du CHU de Rennes et qui nous présentera son projet de recherche sur l'intelligence stratégique dans les organisations hospitalières. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre le 10 novembre. Et puis d'ici là, bonne continuation dans vos projets de recherche. À très bientôt.